Bonjour les fans de Bond. Aujourd'hui, je vous propose la critique du 12e opus de la saga, Rien que pour vos yeux. Oui, on a plutôt un bon cru. On a certainement l'un des meilleurs Roger Moore, mais pas le meilleur. Je vous explique tout ça dans la partie critique. L'année du film, 1981. Ce film se situe entre Moonraker et Octopussy. Durée du film, 2h10. Le réalisateur, John Glenn, il démarre avec ce premier film une série de 5 opus. Notre James Bond, Roger Moore, il fera en tout 7 films. Il a 54 ans à l'époque de ce film, et ça, on en reparle dans la partie critique. La James Bond Girl, Carole Bouquet, qui joue le rôle de Melina Havelock. Le méchant de l'opus, Julian Glover, qui joue le rôle de Christatos. Le budget du film, 28 millions de dollars. Ce budget est en légère baisse par rapport à Moonraker, mais cela paraît normal au vu des enjeux que l'on voit dans ce film qui sont beaucoup moins importants que dans Moonraker. Et la recette, eh bien, c'est un beau succès. Le deuxième de l'ère Roger Moore avec 195,3 millions de dollars. Un bateau de pêche transportant un système de lancement de missiles coule en plein milieu des eaux albanaises. James Bond est chargé de mener l'enquête. Il rencontre assez vite Melina Havelock, assoiffée de vengeance après la mort de ses parents. On a clairement, avec ce film, un changement majeur dans la saga. Fini les missions de dingo avec des méchants totalement mégalos. Là, on passe à quelque chose de plus intimiste, de plus réaliste. En fait, on revient plus à des missions qui correspondent au premier film de Roger Moore. C'est amusant de voir comment ce film longe une ligne de crête qui est toujours un petit peu périlleuse entre le passé qui est un petit peu mis de côté, voire totalement étouffé, et l'envie de partir sur une autre voie. Et la scène pré-générique illustre parfaitement mon propos. On nous rappelle que Bond est veuf, mais on sent qu'on veut nous faire passer vite un message en nous disant « Attention, on va totalement enterrer le passé avec la mort définitive de Blofeld ». Et tant que je suis sur cette scène pré-générique, eh bien, je dois vous dire qu'on pouvait s'inquiéter de la qualité de ce film en voyant la scène pré-générique qui ne me plaît mais pas du tout. Alors qu'on soit d'accord, hein, la scène pré-générique est plutôt intéressante. Les scènes de cascade avec l'hélicoptère sont encore 40 ans après, de très bonne facture. Mais une fois de plus, on a cet humour lourdingue de chez lourdingue présent dans cette scène pré-générique qui gâche totalement le plaisir. Et en plus de ça, un truc qui me perturbe beaucoup, c'est qu'on ridiculise le plus grand méchant de la saga, Blofeld, dans cette scène pré-générique. On a l'impression d'avoir un personnage totalement différent. Ce personnage-là de Blofeld fait des blagues à 2 balles, chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Déjà, première chose, pourquoi avoir fait revenir ce personnage de Blofeld? Il était mort et enterré, comme la partie de la saga avec Sean Connery. Donc pourquoi le faire revenir? Et en plus de ça, on a le droit à un personnage, mais totalement ridicule. C'est comme si on mettait à la poubelle les 7 premiers films où Blofeld a joué le grand méchant. Je comprends pas bien pourquoi ils ont fait cette scène pré-générique. Alors ce film, il est plus intimiste, on fait la part belle à l'intrigue et on met de côté les grosses scènes d'action qu'on a pu voir dans Moonraker ou L'espion qui m'aimait. Et tant qu'on parle des scènes d'action, pour une fois, moi je les trouve parfaitement intégrées dans ce scénario. On n'a pas l'impression qu'ils ont bâti les scènes d'action et qu'après ils ont essayé de les lier les unes entre elles. Là, on a une vraie fluidité. Et les scènes d'action arrivent au bon moment, au moment où elles doivent arriver dans l'histoire. Et fait important qui me tient à cœur, ces scènes d'action, enfin, elles ne se terminent pas avec un gag à 2 balles. Là, on a des vraies fins et on n'a pas un gag qui vient terminer les scènes d'action parce que les auteurs ne savaient pas quoi faire. Là, pour le coup, on a vraiment des scènes d'action agréables, plutôt bonnes,
et elles se terminent normalement, elles sont totalement fluides par rapport à l'histoire. Toujours par rapport à ces scènes d'action, je donnerai une mention spéciale à la réalisation. Moi, je trouve que là, on monte d'un cran, on change un petit peu de façon de filmer les scènes d'action. Eh bien, il faut le dire, je trouve que ces scènes d'action sont plutôt bien filmées, plutôt bien réalisées. On a donc un parti pris du réalisateur de mettre de côté les grosses scènes d'action et aussi les gadgets au profit de l'intrigue. Eh bien, moi, je vous dis banco. Oui, j'adhère, c'est une très bonne idée. On a donc un film beaucoup plus subtil, avec plus de suspense et de surprise. Et puis, bien, vous allez vous en douter, une bonne nouvelle, l'humour est enfin mieux jaugé. Hormis la scène pré-générique et la scène avec les hockeyeurs, le reste du film, eh bien, je trouve qu'on a un bon équilibre entre l'action, le suspense, l'intrigue qui avance, et l'humour qui est distillé au compte-gouttes. Pour moi, c'est quasi parfait. Et bien du coup, moi je trouve qu'on a un Roger Moore bien dans son personnage là, bien dans cette subtilité. Il arrive facilement à jouer les différentes facettes. Je trouve qu'on retrouve le Roger Moore, le Brett Sinclair d'Amicalement Vôtre, qui savait manier l'action avec l'humour de façon vraiment bien équilibrée. Et bien là, on a vraiment un Roger Moore limite au top de sa forme. Et tant que je vous parle des acteurs, eh bien mention spéciale au personnage de Colombo. Je l'adore, j'adore l'acteur et j'adore ce personnage. Je trouve qu'il a un gros charisme et franchement, il joue le rôle d'un bon faux méchant. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que James s'allie à quelqu'un de pas très fréquentable finalement. Et là aussi, eh bien, on a quelque chose d'un peu moins manichéen, d'un peu plus subtil dans l'histoire et dans l'intrigue. Et ben, ça ressemble un petit peu plus à la réalité de l'espionnage. Bon, je vous vois derrière votre écran, vous allez me dire, mais Stéphane, ce film, tu l'adores, ce film, il va être dans ton top 3 des James Bond. Pop, 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 pop. On ne s'affole pas, ce film a quand même pas mal de défauts. Et on va se concentrer sur ce qui est pour moi le plus gros défaut du film, c'est un ensemble de personnages qui ne tiennent pas la route. Et commençons par la James Bond Girl, Carole Bouquet. Pour moi, on a là l'une des James Bond Girls les plus fades de la saga. Oui, on est d'accord qu'elle ne joue pas une potiche et c'est tant mieux. On a quand même un personnage qui a du caractère, c'est indéniable. Mais je suis désolé, ça matche pas. Pour moi, son personnage, il est plat, il est sans saveur. Elle a du mal à nous faire passer des émotions. Il faut quand même avoir en tête que cette femme a vécu l'assassinat de ses parents devant ses yeux. Oui, elle est assoiffée de vengeance, mais ça ne transpire pas à l'écran. Et là, je dis mince quand même, c'est Carole Bouquet, elle a quand même eu une belle carrière, c'est quand même une excellente actrice. Et franchement, eh bien, limite, la James Bond Girl de Moonraker, je la trouve beaucoup moins fade, finalement, que Carole Bouquet. C'est quand même bien dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux avec cette actrice. Je vais continuer avec la jante féminine, et là, je vous dis, je vous lance un... Mais pourquoi ? Pourquoi ils ont mis ce personnage de la patineuse, ce personnage de Bibi dans ce film? Moi, je vous le demande, à quoi elle sert? Elle ne sert à rien. On a parfois envie de lui foutre des baffes, tellement elle peut être insupportable. Elle joue la nymphomane de service, et franchement, on aurait pu s'en passer de ce personnage, mais largement. Et en plus de ça, James se refuse à elle. C'est presque une première, je crois que c'est une première dans la saga. Enfin, James ne saute pas sur tout ce qui bouge, tant mieux. Et là, on arrive à quelque chose qui me dérange dans ce film, c'est l'âge des actrices par rapport à notre héros, par rapport à notre acteur, par rapport à Roger Moore. Il faut avoir en tête que Carole Bouquet a 24 ans dans ce film. L'actrice qui joue Bibi, Lynn Holly Johnson, elle a 23 ans dans ce film. Roger Moore, lui, il a 54 ans. Il n'y a pas un problème. Je ne comprends pas le choix des producteurs, le choix des directeurs de casting. Des actrices, il y en a, en veux-tu, en voilà. Pourquoi prendre des actrices aussi jeunes? Dans le film, on a Cassandra Harris, là, qui joue le rôle de la comtesse. Cassandra, elle a plus de 30 ans à l'époque du tournage du film. Eh bien là, ça passe. Mais entre Carole Bouquet et Roger Moore, 30 ans d'écart, ça passe plus. Je suis désolé. Roger Moore peut être largement le père de Carole Bouquet. James joue un peu ce rôle paternel vis-à-vis de Bibi, et donc ne veut pas coucher avec elle,
c'est très bien, mais il faut se dire que les deux actrices ont un an d'écart. Je comprends pas pourquoi le directeur de casting à l'époque n'a pas dit on va prendre des femmes qui ont au moins 30 ans, comme la James Bond Girl précédente. On voit que Roger Moore, il a plus de 50 ans quand même, hein. Mince. Moi, ça me perturbe à chaque fois que je vois ce film. Alors, je continue sur les acteurs, et parlons du méchant, du grand méchant de ce film, hein, joué par Julian Glover. Eh bien là aussi, moi j'aime bien cet acteur, parce que finalement cet acteur, il aura eu une belle carrière, mais dans le film, je le trouve fade. Je le trouve peu charismatique en fait ce méchant. Alors vous allez me dire, c'est un peu normal, hein, fini les méchants très mégalos et les grosses missions voilà, un peu surréalistes. Oui d'accord, mais Columbo, l'acteur qui joue Columbo, écrase littéralement le personnage joué par Julian Glover. Moi, ça me pose un problème, parce que, comme je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas un bon James Bond sans un méchant charismatique. Donc voilà, au niveau des acteurs, au niveau de la direction, en fait, des acteurs, je trouve qu'il y a eu des erreurs, ça manque de saveur, ça manque de charisme, je trouve. Et je vais arriver aussi à une chose qui me dérange dans ce film, et bien c'est la fin. Moi je trouve que c'est dommage d'avoir bâti une belle intrigue qui se tient bien tout au long du film, et d'arriver à la fin avec le perroquet qui donne la clé de l'énigme à James. Là je trouve que pour le coup c'est dommage, on a eu un beau scénario, et là on a ce raccourci scénaristique d'une simplicité qui gâche déjà un peu le début de la fin. Et puis ensuite, la scène finale, à l'endroit des météores, avec ce monastère en haut du rocher, un lieu tout simplement magique et magnifique, là-dessus, il n'y a pas photo, très bon choix. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il manque une scène d'action d'une belle ampleur, d'une grande ampleur. Là, on a juste une petite bagarre et une fin un peu en queue de poisson, c'est un peu dommage. À mon goût, même si toute l'escalade de James est très intéressante et il y a un certain suspense, après cette partie, ça fait un peu plof, quoi. C'est un peu le soufflé au fromage qui descend, et du coup, à la fin, elle est vraiment, vraiment pas terrible, voire un peu bâclée. Et c'est dommage parce que au cinéma, et comme souvent dans la vie, faut pas rater son introduction et il faut pas rater sa conclusion. Et là, je trouve que dans ce film, le problème, c'est l'introduction, la scène pré-générique, et c'est la conclusion, cette scène d'action finale, qui n'est pas, à mon goût, d'une assez grande ampleur pour un James Bond. Par contre, c'est une évidence, si vous enlevez cette introduction, et si vous mettez un petit côté plus épique à la fin, mais pour moi, ce James, il est dans le top 3. C'est sûr. Et puis je ne pouvais pas parler des défauts sans parler de la musique de Bill Conti. Elle ne me plaît pas, elle ne me plaît guère. De toute façon, je vous l'ai déjà dit dans les précédents opus, l'incorporation de la musique à la mode de l'époque, le disco, le funk, à la musique du film, ça ne me plaît pas et ça vieillit très mal. C'est dommage, le classique vieillit beaucoup mieux. Voilà, il est temps de donner la note finale. La note finale, elle est pas si mal. 3,5 sur 5 me concernant. Et les internautes d'Allociné, ce film, ils l'ont bien aimé, mais moins que moi, puisqu'il a une note moyenne de 3,3 sur 5. Et maintenant, si vous voulez avoir mon avis sur le pire James Bond de la saga, suivez-moi ici. Allez, à tout de suite!